Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être nombreuses et nombreux ce soir à la Villa Arson. Donc, je m'appelle Pierre David, je suis paysagiste concepteur. Depuis 10 ans maintenant, de cette année. Je travaille actuellement au CAUE du Var, qui est basé à Toulon et qui travaille dans tout le département du Var sur des missions de conseil auprès des communes, des habitants, des missions de formation. J'ai aussi une activité de paysagiste voilà, dans les autres départements plus classiques, hors conseil. Je suis actuellement président de la fédération, de l'association FFP PACA Corse, donc la Fédération française du paysage Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse. On oublie souvent, mais voilà, c'est la même association qui réunit nos deux territoires, donc la région PACA et la collectivité territoriale de Corse. Je suis hyper content voilà, de lancer cette conférence chorale, un peu qui va être assez rythmée, parce qu'on a beaucoup de projets à voir. C'est une revue de projets, c'est assumé en ce sens-là. On va vous partager plein de projets, plein d'images. On pourra revenir sur certaines de ces images et puis surtout en discuter lors de l'apéro qui est prévu aux alentours de 19h30. Dans le petit patio avec la terrasse bois à l'entrée, enfin je veux dire à l'entrée, à la sortie de ce bâtiment-là. Ce sera répété, on redonnera les consignes après. Euh, donc, qu'est-ce que la Fédération française du paysage? Beaucoup de textes, désolé, j'ai pas réussi à simplifier. C'est l'association nationale qui représente les paysagistes. Il y a des associations, il y a l'association des concepteurs de jardins, il y a l'association des paysagistes conseil de l'État qui conseille les préfectures de départements, de régions. La FFP fédère, c'est d'ailleurs dans son nom de fédération, fédère tous les paysagistes. Une majorité de professionnels avec le titre de paysagiste concepteur. C'est un titre qui est protégé depuis la loi de 2016. Ça fait pas encore 10 ans que notre profession est une profession réglementée, protégée, avec ce titre de paysagiste concepteur qui permet aux maîtres d'ouvrage de cibler des compétences dans leurs appels d'offres, publics ou privés, mais également d'autres professionnels apparentés, assimilés, des partenaires, des paysagistes qui travaillent, les professionnels du projet de paysage. Des titulaires d'un diplôme supérieur de paysagiste d'établissements français, donc il y a l'ENSAP de Lille, l'ENSAP de Bordeaux, l'ENSP Versailles-Marseille, l'école de la nature et des paysages de Blois. Il y a aussi Agrocampus Ouest qui forme des ingénieurs paysagistes, et puis l'ESAGE, l'école supérieure d'art des jardins, où l'association regroupe également des personnes qui n'ont pas fait ces écoles françaises, qui délivrent le DEP, le diplôme d'état de paysagiste, mais aussi des personnes qui ont fait reconnaître leurs acquis par l'expérience professionnelle via le ministère de la Transition écologique. On est plus de 700 adhérents au national. C'est assez peu. L'ordre des architectes, je m'adresse aux architectes dans la salle, je crois que c'est 30 000 adhérents à peu près. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Il y a environ 4 000 paysagistes concepteurs en France, concepteurs, conceptrices, 700 adhérents de la FFP, un professionnel sur 3. L'adhésion n'est pas obligatoire, on ne l'est pas, ne le sera pas. On n'est pas l'ordre des paysagistes, ni le syndicat des paysagistes. On est cette fédération un peu hybride qui regroupe les professionnels. Hop. Donc on est 65 adhérents et adhérentes en région PACA Corse. Les 3 missions, c'est fédérer les paysagistes par des événements comme aujourd'hui, mais pas que les paysagistes, aussi les partenaires, les professionnels, les architectes, les urbanistes, les jardiniers, promouvoir le métier, participer au développement de l'enseignement, de la formation, via les campus, via les écoles supérieures de paysage, défendre l'intérêt public de notre métier dans les défis actuels, que je ne vais pas rappeler puisqu'on va en découvrir de nombreux de ces défis dans les projets à venir. Défendre la profession, alors non pas que la profession soit attaquée, mais c'est le rôle de la fédération en tant que seule association nationale de défendre la profession sur le champ des compétences et aussi de la rémunération, et puis faire connaître la profession de paysagiste au grand public, à l'intérieur des acteurs du territoire et des acteurs du paysage, mais aussi dans le grand public via des publications, des concours, et être ambassadrice de la profession du point de vue institutionnel, interprofessionnel et international.
Donc concrètement, ça se traduit par des rencontres régionales, comme aujourd'hui, départementales, mais aussi nationales, internationales. Là, à gauche, c'est une visite du Jardin des Migrations avec Hubert de l'agence APS, Véronique Mur, Jean-Laurent Félizia. C'était au moment du congrès international Mednet, donc avec des paysagistes de toute la Méditerranée, rive nord et rive sud, sur le thème de l'arbre dans le projet de paysage. Ça, c'est la cartographie des régions, FFP. On a un site internet sur lequel vous retrouvez l'actualité des régions, l'annuaire, etc. Samedi, c'est la journée mondiale de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a calé ce temps aujourd'hui, ce jeudi 20 mars. C'est une semaine chargée pour le département des Alpes-Maritimes et la métropole, puisque aujourd'hui même, il y avait les premières rencontres azuréennes de l'eau à l'Imred, à Nice, en bas, là, dans la vallée du Var. Et puis mardi, il y avait Bertrand Folléa qui est intervenu sur le paysage, facteur de la résilience territoriale. Alors on s'est dit comment faire une revue de projet. On ne voulait pas vous inonder, sans mauvais jeu de mots. On a d'abord fait un travail de recensement des projets dans le territoire des Alpes-Maritimes. On s'est demandé si on allait les classer, vous les présenter aujourd'hui par chronologie de projet, par date de finition, de livraison. Ensuite, on s'est demandé si on allait les classer par taille, par amplitude géographique. Ça ne nous a pas semblé la bonne idée non plus. On s'est demandé si on allait les classer par étape de projet. Alors bon, ça c'est la loi des marchés publics, les bâtiments, les infrastructures. Nous, on est dans les infrastructures. On s'est dit, on va les classer. Les études de paysage, les diagnostics en premier, puis le jardinage, le chantier après, puis la maîtrise d'œuvre au milieu. On n'était pas convaincus non plus, on trouvait ça un peu sec comme graphique, d'autant plus que la mission de maîtrise d'œuvre de projet de paysage, elle est extrêmement à l'étroit dans le cadre réglementaire aujourd'hui. Ce qu'on appelle une maîtrise d'œuvre complète, ça c'est un petit rappel de réflexion qu'on mène aujourd'hui avec la MIC, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, c'est qu'une maîtrise d'œuvre complète, c'est valable aussi pour les bâtiments et pour des superstructures et pour nos camarades architectes. Mais la mission de maîtrise d'œuvre de projet de paysage, elle exclut en fait tout ça. Elle exclut la concertation, la médiation, le montage des dossiers de financement, le suivi sur le long terme, le guidage des évolutions, la programmation. Et donc, on se sent un petit peu à l'étroit dans des honoraires de maîtrise d'œuvre répartis au pourcentage du montant de travaux. Donc on en a fait un espèce de mélange. Voilà la liste des projets qu'on va évoquer aujourd'hui. Territoire en projet, paysagiste à l'œuvre. On s'est volontairement un peu ciblé sur notre département, globalement en suivant le fil de l'eau. Les Préalpes, la montagne Château d'Eau, puis le haut pays des Paillons, la géométrie des torrents à Saint-Martin-Vésubie. On va ensuite descendre petit à petit sur le canal de la Siagne, ensuite sur les canaux d'irrigation pour atterrir dans la plaine agricole, la plaine un peu plus humide, au parc du Jacon, à Saint-Laurent-du-Var, au jardin partagé de la Badine à Antibes. Les jardins de la Villa Arson, on vient de les traverser, guidés par Patrice Laureau qui nous a raconté les dynamiques jardinières en cours depuis 25 ans sur le site. Et puis on essaiera de déborder au-delà de la surface. Avant de passer la parole à Valérie Gogler, je voulais vraiment remercier la Villa Arson. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur les liens qui existent interprofessionnels. On est très content d'être dans un lieu d'art et de culture aujourd'hui pour nous retrouver. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je pensais entrer discrètement et puis retrouver des amis architectes d'occasion. Non, mais encore une fois, je pense qu'on est absolument ravis de vous accueillir. C'est la maison de tous les créateurs et créatrices, donc qu'on soit paysagiste, architecte, artiste, musicien. Donc c'est votre maison aussi. Dire aussi que la Villa Arson, vous l'avez vu, c'est une machine à fabriquer du paysage à travers le travail absolument incroyable de Michel Marot, qui n'était pas paysagiste lui-même d'ailleurs. Et il y a eu un gros travail des équipes de jardiniers ici que je tiens vraiment à saluer et à remercier Patrice Laureau, avec qui je crois vous avez fait une visite pour certains et certains d'entre vous.
et son collègue Pascal Pujol, et qui font que la villa est aujourd'hui ce lieu assez exceptionnel, parce que quand Marot, mais il vous l'a dit, hein, je ne vais pas vous le dire, mais avait construit le bâtiment, il n'avait pas complètement équipé le lieu de système permettant aux vivants de croître et de s'épanouir. Et là, on a retrouvé un esprit très, très enthousiasmant. Et d'ailleurs, se pose pour nous une question aujourd'hui, c'est comment projeter la Villa Arson dans l'avenir, eu égard aux enjeux de transition environnementale dans lesquels vous êtes évidemment les premiers en première ligne, et comment le faire pour aussi s'inscrire dans cette filiation et cet héritage de Michel Marot. Donc il y a un vrai sujet sur lequel on souhaite aussi travailler dans un compagnonnage étroit avec des équipes de paysagistes, comme on l'a fait dans le domaine de l'architecture avec Claudia Deveau, qui nous accompagne sur toute la campagne de rénovation du site. Voilà, donc on a beaucoup de sujets à partager, beaucoup de sujets à échanger. Je sais que vous travaillez sur le thème de l'eau dans le cadre de cette rencontre organisée par la Fédération des paysages, qui est aussi un sujet absolument brûlant, brûlant pour nous. Et d'ailleurs, on a compris les phénomènes hydriques qui se passent à la Villa Arson et qui font que, voilà, sous nos pieds, la villa fabrique sa propre poche d'eau qui régulièrement nous inonde. Donc il faut qu'on apprenne à travailler avec, j'allais dire travailler dans le sens de l'eau pour mieux pour mieux cohabiter avec elle, alors que jusqu'à présent, on essayait plutôt de lui faire obstacle et ça crée d'autres complications. Donc c'est pour nous aussi un sujet absolument central, en plus de toutes les problématiques, encore une fois, environnementales et transition dans lesquelles on est. Donc voilà, enfin, je ne vais pas monopoliser la parole. Encore une fois, merci encore d'être là, ici. Vous êtes chez vous, ici. Merci de l'organisation de cette rencontre. Et puis, voilà, encore une fois, sur un certain nombre de sujets, on sera amené à discuter de façon soit collective, soit individuelle. Donc, bienvenue encore et très bonne conférence. Merci, monsieur le directeur. Merci à Florence Ozard et toute l'équipe, pas que de l'agence, mais tout le collectif que tu as su rassembler pour vous proposer cette revue de projet. J'invite Valérie Gogler à nous immerger quelques minutes dans les Préalpes d'Azur. Okay. Ouais. Donc bonjour à tous, Valérie Gogler, paysagiste au PNR des Préalpes d'Azur. Je suis chargée de projets en paysage, aménagement et urbanisme. Le PNR donc est assimilé à une collectivité, donc je suis du côté de la maîtrise d'ouvrage et pas de la maîtrise d'œuvre. Donc la particularité du PNR, c'est c'est un territoire de montagne et il est couvert d'un système karstique. Donc la problématique de l'eau, elle est omniprésente. Donc on voit ici les vallées, donc des vallées nord-sud, dont la vallée du Loup, qui est très structurante sur la moitié du territoire, et des vallées est-ouest perpendiculaires, dont la vallée de la Lanne et l'Estéron. Et on voit aussi des sections de cours d'eau au milieu des plateaux karstiques. Donc, ce qui est caractéristique du milieu karstique, donc, ce sont des bouts de cours d'eau comme ça qui apparaissent et qui repartent dans des embus, des trous dans le sol. Donc, c'est vraiment typique du réseau karstique où l'eau s'engouffre à un moment donné et va ressortir plus loin, notamment sur les coteaux. Donc, ce territoire karstique produit des paysages vraiment magnifiques, grandioses, emblématiques. Donc, on a sur notre territoire des secteurs qui sont classés paysages emblématiques. Ce territoire d'eau aussi creuse, donc les rivières, les cours d'eau ont creusé ce qu'on appelle des clus, donc ces sortes de vallées très étroites. Moi, j'appelle ça des vallées cols. En fait, des gorges cols. En fait, il y a aussi un franchissement au niveau de la topographie, donc des espaces très très étroits et des cascades. Donc en ce moment, il y a des cascades, comme il a plu pas mal. Et ce territoire caractérisé aussi par un graphisme qui émane de ce sol dur, complètement érodé par l'eau. Donc les lapiaz à gauche et à droite, on voit encore donc cet extrait d'étude d'autres formes d'empreintes de l'eau dans la roche, des bassines et des stries.
Alors, la tectonique des plaques a fait que ces revêtements sédimentaires ont été poussés vers le haut en altitude et ont produit, après affaissement, aussi des plaines d'altitude, donc produisant une très riche biodiversité. Donc, on a des prairies humides d'altitude sous influence méditerranéenne, donc un environnement très, très riche. Et là, on a justement l'embut de Cossol où l'eau peut s'engouffrer selon les périodes de l'année. Soit ça inonde, tout d'un coup, on va avoir une plaine inondée, et puis après, l'eau va partir s'engouffrer dans ce trou. Et on a aussi ce système karstique donc, qui produit tout un monde souterrain. Le territoire est doté de grottes. Donc, ces résurgences ont donc conditionné l'implantation de l'homme aussi sur le territoire. On a beaucoup de villages perchés, de villages groupés aussi sur les coteaux, comme ça, qui sont structurés autour. Donc, ils se sont regroupés pour la défense d'une part, mais clairement, ils ont aussi énormément de fontaines, de sources qui les organisent. Ici, on voit aussi donc, ces deux caractéristiques, le plateau sec et la plaine cultivée, notamment à Caille. Donc, ce village regroupé sur les points durs de la topographie. Et aujourd'hui, donc, la question donc, le PNR a un fil conducteur qui est la charte du parc. Donc, mon travail est de donner des avis en fonction de la charte du parc. Donc, on est en cours de révision de charte actuellement. Donc, si vous avez des commentaires à apporter par rapport au territoire que vous connaissez, vous pouvez toujours écrire au territoire à l'adresse contact@PNR Préalpes d'Azur. Donc, on est en cours de révision de charte et on est en train d'écrire des mesures actuellement, justement. Et la question de l'eau est vraiment omniprésente. Donc, elle va conditionner les futures urbanisations, les futures implantations de l'agriculture et aussi conditionner aussi la question du tourisme. On a vu tout à l'heure les clus, les gorges, qui sont vraiment des havres de fraîcheur l'été, qui accueillent énormément de monde. Et là, le PNR est en... alors, il ne gère pas cela, mais confronté avec les élus à la gestion des populations dans les conflits d'usage entre les gens qui vont se rafraîchir dans les cours d'eau, ceux qui sont propriétaires des berges jusqu'au milieu du cours d'eau, et les questions de sécurité, où se garer, enfin voilà. Donc, on est vraiment confronté à tous ces usages autour de l'eau. Par ailleurs, on émet des avis aussi sur les documents d'urbanisme, les programmes et les projets qui sont... on est personne publique associée, donc à la demande de l'autorité environnementale ou des collectivités, et on émet un avis en fonction de la charte. Et donc, on va préconiser des choses en rapport avec la densification, les caractères paysagers locaux, et notamment poser la question de la ressource en eau. Ça nous est déjà arrivé pour notamment l'implantation de nouvelles activités, l'agrandissement d'exploitations industrielles, d'installations industrielles ou de gravières. Voilà. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et donc, on est dans cette dynamique aujourd'hui. Voilà. C'était un peu rapide, mais je n'ai pas de projet à présenter. Ouais. Donc, voilà, je passe le micro. Alors ça, c'est un projet qui a été fait par Jean-Pierre Clarac à l'atelier Clarac et Françoise Moquet. C'est bon ça? Oui, on entend. En 2000, donc en 2000, il y a quand même 25 ans, l'État a demandé aux paysagistes de réfléchir avec des hydrauliciens, hydrogéologues, écologues, sédimentologues, donc un beau groupement, à réfléchir sur la vallée des Paillons. Donc à ce moment-là, on nous posait la question, enfin on posait la question aux paysagistes. Alors là, on voit
Alors, j'espérais que Jean-Pierre arrive. Enfin, je présente parce qu'il est en commission des sites et il ne peut pas présenter cette étude. Cette étude, elle a été faite juste quand moi je suis arrivée à l'atelier Clarac. Donc, je l'ai toujours vue, je la connais un petit peu. Donc, j'essaye de faire passer les bons messages. Donc, le paillon, c'est tout un système. Enfin, il y a 4 paillons. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais du coup, c'est 250 km² à gérer. Il y a 20 communes qui sont concernées et ça débouche là à Nice par sur une largeur assez réduite. Donc, il faut arriver à ce que l'eau puisse être retenue dans le haut pays des paillons pour éviter les crues, en tout cas limiter les dégâts quand ça arrive sur Nice. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas le paillon, c'est des infrastructures qui sont dans le lit, une ripisylve, des déblais. Et en fait, ça arrive à Nice, ça doit passer là, sous les arches du Palais des Expositions. Donc, quand il y a des crues, on se demande comment ça peut passer là-dedans. Et le sujet, c'est de retenir toute l'eau, enfin en tout cas au maximum, pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui arrive à cet endroit-là. Alors, quand on regarde, là c'est un exemple, c'est la cimenterie Vicat. Quand on regarde les anciens cadastres, c'est le cadastre napoléonien, où on voit le lit du fleuve qui prenait vraiment l'espace où il y a la cimenterie. Quand la cimenterie s'installe dans le lit du fleuve, l'espace maintenant qui est réduit vraiment à son strict minimum. Et ça fait comme un chenal. Et on comprend facilement que lorsqu'il y a beaucoup d'eau, en fait, l'eau va retrouver son lit initial. Donc en fait, toute l'histoire du paillon, c'est qu'il y a eu à chaque fois, au cours des transformations, on est venu s'installer dans le lit. On a pris à chaque fois des terrains, des mètres carrés sur cet espace qui était réservé au fleuve. Là, on voit bien, en fait, sur ces exemples, les différences entre les lits majeurs, c'est la bande bleue, c'est un peu flou, et après le lit actuel. Donc là, on passe entre le lit de 1866 qu'on a retrouvé sur les cadastres anciens, le lit actuel, ça s'est divisé par 2 à Sainte-Thècle. Il y a des endroits où ça n'a pas bougé. Et on voit que la crue centenale déborde. Alors, ce n'est pas grave quand on est dans des espaces où l'eau peut être accueillie, où on est sur des terrasses ou des plaines cultivées. Ça devient plus compliqué quand après il y a des habitations ou les infrastructures. Alors, comment après, alors, on avait cartographié, c'est Françoise qui avait cartographié de tous les paillons, qui a regardé sur tous les cadastres, qui a fait l'exercice de montrer par rapport au cadastre ancien et le cadastre actuel, la réduction du lit. Et c'est vrai qu'avant, toutes les parcelles étaient cultivées, l'eau était retenue. Maintenant, le paillon était complètement libre. Maintenant, il est devenu plus chenalisé. Et en fait, là sur cette carte, alors là, on est dans la mer. Et on voit bien qu'il y a 100 millions d'années, en fait, le premier tracé du paillon, là, c'est le canyon du paillon, c'était le numéro 1. Après, quand ça a tapé, qu'il y a eu trop de matériaux, on voit là, hop, ça a tapé et ça a fait, le paillon, il s'est déversé de ce côté et ça a creusé, c'est riqué, tout ça, ça arrive au port. Et le numéro 3, c'est le paillon actuel. Donc en fait, on se dit que c'est vraiment le propos que je veux défendre aujourd'hui, c'est que le jour
où ça redéborde à un moment donné, le paillon, il va peut-être changer quand il est sous pression, il va revenir en tout cas à son tracé numéro 2. Alors, je ne sais pas si on a trop de temps. Alors, comment on peut garder l'eau dans le haut du paillon? Une des principales actions, ça serait de remettre toutes les eaux livrées en état. On réentretient les terrasses d'oliviers pour que les restants puissent garder l'eau. Et on a retrouvé, cartographié toutes les eaux livrées qui pourraient être remises en culture. Et donc, on pourrait garder sur site 5 à 6 millions de mètres cubes d'eau. Et c'est des millions de mètres cubes d'eau qu'on ne retrouverait pas sous le Palais des Expositions ou à l'Ariane, et pour que ça puisse vraiment passer sous les ponts. Donc ça, c'est quand même une des actions principales, si on peut remettre les eaux livrées en place, surtout qu'on consomme depuis des années de plus en plus d'huile d'olive. Donc, c'est un bon biais. Après, il faut faire attention à la couverture végétale, la ripisylve, entretenir les cours d'eau, entretenir les versants. Il faut aussi enlever les matériaux, faire attention à l'érosion. Alors, on a plein de solutions pour aménager le territoire, pour pouvoir accueillir la crue, pour pouvoir avoir des zones d'expansion de crue avec des terrasses successives, parce que là, on a vu qu'il y avait des bâtiments qui se sont installés. Donc ça aussi, c'est une solution. Alors bon, on va peut-être passer, parce qu'il faut aussi remettre le rapport entre la ville et le fleuve, refaire des terrasses, jardiner le paillon, retrouver un lien un peu plus important. Et en fait, ce qui est important, c'est cette petite raquette. C'est pour ça que je reviens sur ces images-là. On voit bien qu'on a un bassin versant, et en fait, on doit passer là-dessus. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est de travailler en amont. Alors, il y a 25 ans, c'était Jacques Perrat et Francis Tujac qui s'occupaient des communes et des syndicats des paillons. En fait, il y a eu cette étude, mais il n'y a jamais eu de dialogue possible. En fait, Nice ne voulait pas payer pour le haut, et le haut ne voulait pas payer pour le bas ou aménager pour sauver le bas. Donc, en fait, il ne s'est rien passé. Donc c'est une très belle étude, très fournie, mais qui, en fait, il y a beaucoup de propositions sur tous les cas de paillons, sur tous les tracés du paillon, et du coup, il n'y a rien. Et on comprend bien que si c'est bouché ici, le paillon, il va redéborder par là, et il va en fait sortir des arches au niveau du palais des expositions, et il va retrouver un lit qu'il avait déjà tracé avant. Voilà. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Pour suivre cette idée de probable catastrophe, on est dans un territoire qui a aussi subi des catastrophes. Alors, je me présente, je m'appelle Tommy, je suis paysagiste concepteur à l'agence APS. Et c'est mon projet de fin d'études qui s'intitule « Paysage d'une catastrophe, une nouvelle géométrie des torrents dans la Vésubie ». Ce qui est intéressant quand on est étudiant paysagiste, c'est qu'on choisit son terrain d'étude et on se fixe sa propre commande. Ma commande, elle a été sur l'actualité d'une catastrophe et précisément sur les manières de faire paysage avec elle et qu'est-ce que c'est une démarche de paysagiste au service d'un territoire, ou qu'est-ce que c'est un territoire en projet. Au fond, l'idée, c'était d'imaginer un futur qui était alternatif, avec une réflexion sur les espaces publics et les infrastructures autour des torrents. Et ce que j'avais proposé, parce que j'ai fait l'école de Versailles, et tous les Versaillais ne connaissent pas forcément la montagne, c'était un premier moment d'appropriation de ce que c'est ce paysage-là, a priori. On a tous eu, en tout cas locaux,
l'occasion de retourner dans la Vésubie, ou en tout cas d'y habiter, et de voir les évolutions de ces paysages-là. Ce qui est assez marquant et qui peut complètement désarçonner et a priori se dire bon bah c'est foutu et on passe à autre chose. Donc dans un premier temps, quelque chose qui me semble être assez important dans une démarche de projet, c'est de fixer le cadre géographique. Nous sommes dans des montagnes méditerranéennes, nous sommes dans des vallées méditerranéennes qui vont donc de l'étage collinéen et qui s'étendent jusqu'à l'étage nival, en relation avec des bassins versants. Donc dans le réseau hydrographique du fleuve Var, on va retrouver la Vésubie, la Roya, le Var, la Tinée. Mais il y a aussi une relation qui, moi, me tient à cœur comme maralpin, c'est aussi la relation de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, de son pendant italien, qui est en fait quelque chose de très intéressant, puisque beaucoup moins urbanisé, beaucoup plus agricole. Donc ça raconte quelque chose aussi. Donc pour cette présentation, je vais me concentrer sur Saint-Martin-Vésubie, qui est donc à la confluence de la Madone des Fenestres et du Boréon. Donc elle appartient à un bassin versant qui est limité au nord par les cimes du Gélas et du Mercantour, qui est en frontière avec l'Italie et qui commence, on le voit tout en bas, avec Plan du Var. Ce document, donc, qui montre le bassin versant, les différentes chevelus du réseau hydrographique avec tout ce qu'on peut trouver en montagne de réseaux secs qui se chargent en temps de crue, de différents types de morphologie en fonction de l'histoire glaciaire du site, à savoir que typiquement, ce qu'on voit juste là, ce sont des verrous glaciaires avec une roche beaucoup plus dure ici que là, ce qui fait qu'on est à la genèse d'une formation de canyon qu'on trouve au départ dans le début de la Vésubie. Et puis, plus on remonte et donc plus on atterrit vers Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, et on arrive sur des villages interfaces, souvent positionnés historiquement en retrait et qui ont eu tendance à s'urbaniser pour des raisons évidentes, là où c'était le plus simple, et donc dans le lit majeur. En fait, la réflexion de ce projet, c'est une réflexion en plusieurs temps. C'est une réflexion géographique située par rapport à l'identification, mais c'est la même chose que le projet qu'on a vu sur le paillon, l'identification de ce que c'est qu'un lit mineur, un lit moyen et un lit majeur. Donc simplement de voir ce que la littérature scientifique en dit et ce que les cartes en disent également, mais aussi l'idée de le laisser un tout petit peu tranquille, ce torrent, et si on le laisse tranquille, qu'est-ce qui nous reste a priori? Donc il nous reste des infrastructures qui sont peut-être mal positionnées, donc qu'il faut replacer, mais comment on arrive à les replacer efficacement et être dans une économie de projet? Donc ce n'est pas un pendant que je présente, mais c'est une réflexion que j'ai eue sur le replacement de l'infrastructure un tout petit peu plus en hauteur. C'est la question des espaces publics en lien avec les espaces hérités post-catastrophe. Et puis, finalement, c'est de s'acclimater à l'actualité et de voir non pas ce qu'on aurait dû faire avant, mais ce qu'on peut faire maintenant. Là, on est sur une coupe sur le village de Roquebillière et qui tend jusqu'à Belvédère, pardon. Donc avec la représentation en coupe des crues, et puis on retrouve en haut avant crue, puis après crue. Il y a eu un traitement négatif pour mettre en évidence ce qui s'est passé. Et puis ici sur Saint-Martin-Vésubie. Donc quand je parle d'espace hérité, en fait, je parle de ces espaces interfaces, par exemple ici, là, et puis de l'autre côté. Ces espaces hérités sont des espaces que la commune de Saint-Martin-Vésubie, pour les avoir rencontrés, s'interroge beaucoup. Parce qu'avec le plan Barnier, du coup la DUP et la préemption, la commune s'est retrouvée avec énormément de terrains hérités des maisons qui ont été détruites. Je crois un peu plus de 80 maisons, quelque chose comme ça. Mais ce sont des espaces qui sont finalement sont des espaces qui
qui nous pose plusieurs questions. La première, c'est mince, on a un village qui est historique, on a un village avec un certain nombre de cheminements évidents qui suivent quand même assez souvent le sens du ruissellement et qui débouchent finalement sur rien. Donc, quand on est paysagiste, on s'interroge sur la forme et la forme que peuvent prendre ces cheminements et cette perception un peu cinétique de ce paysage si particulier, et c'est de montrer qu'il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une confluence, ce qui n'est pas rien, et la possibilité d'y aller me semble assez important. Donc comment on arrive à créer des gradients d'accessibilité jusqu'à ce torrent? Voilà, là il y a le master plan de projet, je fais assez vite. Donc en plusieurs espaces. L'espace ici des terrasses des confluences, c'est de dire qu'on a un motif vernaculaire de la Restan qui est existante sur site, et c'est de venir retrouver finalement quelque chose qui fait sens au regard du paysage existant, mais qui a tendance à se fermer et à se perdre. On retrouve en haut à gauche finalement une reproduction sur un système que Michel Desvignes avait proposé pour la promenade du Paillon, que je trouvais être très intéressant. C'était finalement de dire que pour comprendre les dérivations d'un fleuve, peut-être que c'était intéressant que les cheminements soient plaqués sur ces propres cheminements-là. Donc il y a la reproduction d'un système, c'est pour ça qu'on voit que c'est très sinueux et que ça s'élargit, ça se retend. Et surtout, comprendre que les problèmes ne sont pas nés de la catastrophe, ils existaient aussi déjà. Et là, on est du coup sur le territoire de la confluence avec d'anciennes terrasses agricoles qui ont été en déprise totale en friche. Et du fait de l'intensité de la catastrophe puis d'une certaine absence d'entretien, tout ça a abouti à un effondrement total de ce système qui était très fragile, avec un exhaussement du niveau du terrain de 8 mètres, qui a complètement remodifié la typologie des bords de rive et qui a encore plus finalement renforcé l'absence de lien entre tous ces villages, parce que c'est quelque chose qui se répète à l'échelle de toute la Vésubie, à l'échelle de tous ces villages et des torrents. Et même finalement, j'avais réfléchi à prendre la vallée de la Roya au départ, et il y a quelque chose dans la vallée de la Vésubie qui touche à la culture niçoise, je trouve, pour des raisons d'estive et puis de tourisme, et qui me font croire qu'on peut peut-être, en déclinant un système de paysages qui fonctionnent, qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre, arriver à créer un système reproductible ailleurs. Je fais partie de ces gens qui pensent que on ne travaille pas seulement sur un territoire, on travaille sur un horizon climatique. Donc ce qu'on fait sur un territoire de moyenne montagne, ici dans la Vésubie, on peut également le faire dans la Roya, avec des incarnations spatiales différentes. On peut également le faire du côté italien. On peut aussi l'étirer très loin du côté du Liban. Et puis on peut aller chercher des références du côté de l'Atlas. Ce que je veux dire par là, c'est que la Méditerranée, comme on la connaît, c'est aussi un système. Et c'est surtout un système de reproduction et d'adaptation au ruissellement. Donc voilà, c'est ce qui me semblait important de vous dire. Merci. Alors, pardon, c'est encore moi. Alors, le canal de la Siagne, c'est l'ouest du département. Il y a une première étude en 2004 où il fallait protéger la ressource, et ça a abouti après en 2010 sur une belle idée, c'était la création du parc intercommunal du canal de la Siagne. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, le canal de la Siagne, c'est ce que vous voyez en bas, ça traverse des territoires emblématiques de la Côte d'Azur. Et c'est en 1800, en fait, il a été inauguré, je ne vois pas de là, mais c'est Lord Broughan qui est allé à Escagnols
pour récupérer de l'eau et l'amener dans les jardins cannois au départ. Et maintenant, après, c'est devenu une alimentation en eau potable pour le bassin cannois. Donc, on a vu le PNR tout à l'heure, donc c'est en limite du PNR. Ça parle des préalpes de Grasse et ça va jusque à Cannes, au réservoir de la Californie. Et après, on a tiré jusqu'à à Vallauris. En fait, on traverse des formes de nature différentes, donc du plus sauvage au plus civilisé. Et ça, c'est 65 kilomètres de prix la source, une quarantaine de kilomètres de la prise d'eau jusqu'à l'usine de traitement des eaux. Et en fait, de la source jusqu'après au canal, c'est à la fin du réservoir en face des îles de l'Érins, c'est 75 kilomètres. Et c'est 75 kilomètres à 1% de pente et ça serpente franchement dans des endroits assez magnifiques. Alors, il a fallu, le long de ce fil d'eau, en fait, le long de ce fil d'eau, on a mis en place le parc du canal de la Siagne en essayant de chercher toutes les opportunités possibles pour, le long de cette colonne vertébrale, trouver des transversalités, aller chercher des cadrages de vue, aller chercher la petite église qui permet de relier, de tisser un peu tout le territoire. On a des ambiances comme ça qu'il faut certaines préserver, d'autres remettre en valeur. On passe dans l'intimité des jardins, on passe à Grasse, on a une découverte sur toute la plaine. On passe au pied de Notre-Dame-de-Vie qui est la dernière demeure de Picasso. Donc quand on est là, qu'est-ce qu'on en fait? On peut rendre hommage. On est sur le réservoir, un réservoir. On peut traiter le dessus. On traverse Cannes. On peut remettre un funiculaire. On maille le territoire. Donc, quand cette idée du grand projet devient opérationnelle, il a fallu aussi contourner les endroits où on ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit traverser la route, il y a des moments où c'est fermé, il y a des moments où il faut trouver des astuces pour avoir des contournements, pour essayer qu'on puisse rejoindre les préalpes et la mer. Donc il y a en fait trois sujets. Il y a il y a avoir le linéaire, avoir aussi toutes les transversalités et essayer de mettre en place dans des endroits emblématiques des projets phares. Alors toute cette parcelle, tout le linéaire appartient à la ville de Cannes. Donc en fait, on a un propriétaire. Donc c'est plus facile que sur les paillons. En fait, là, on est d'accord. Il y a eu une parcelle, il y a un délégataire. Maintenant, avant c'était Lyonnaise des Eaux et là c'est Suez, je crois. Et du coup, quand on veut faire ce parc, on demande à des concepteurs, paysagistes concepteurs, de travailler sur des lieux différents. Donc il faut s'accorder pour travailler sur des lieux différents. Donc notre travail, nous, ça a été de mettre des règles en place pour que ceux qui viennent faire de la maîtrise d'œuvre sur ces lieux aient des règles à suivre. Donc en fait, il faut se mettre au service du projet. Il faut que l'individu s'efface devant l'ambition commune de traiter du haut jusqu'en bas pour qu'il y ait une même dynamique, une même ambition, un même vocabulaire.
Et ça, c'est Florence Ozard, après, qui a eu l'honneur de faire quelques réalisations le long de ce parcours. Alors, on a mis, voilà, on a là 13, il y a 14 ou 15 plans qui prennent du haut en bas, où on a répertorié chaque endroit à travailler, chaque lieu emblématique, chaque transversalité possible pour aller chercher une vue, une église, un chemin détourné. Et on a tout chiffré parce il y a eu un plan sur 15 ans avec un montant de 300 000 € par an pour que ça devienne opérationnel. Il a fallu, et du coup, on a pu décliner un programme sur les 15 années à 300 000 € par an. Et chaque année, le SICASIL, et en tout cas du coup Suez, pouvait mettre en œuvre ce projet, donc du haut en bas. Là, on a trouvé une suite dans le parc de Valoris pour pouvoir aboutir, parce que c'est bien quand on part d'un an du début à la fin avec cette promenade. Et là, voilà, ça c'est différents parcours. Il faut aussi, voilà, ça n'a pas été fait. Il faut, quand on est au Canet et qu'on passe à Cannes, il faut franchir l'autoroute. Donc ça, c'est des projets phares qu'il faudrait arriver à réaliser. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. On ne sait pas encore comment on franchit l'autoroute. On aménage des réservoirs, on fait des collections d'oliviers à Grasse. Et ce qui a été réalisé, ça c'est par Florence. Je ne sais pas sur quelle commune c'est le banc. En fait, Grasse, en fait, on a une structure béton qui renforce les canals contre la commune. Et c'est vrai que sur ce linéaire-là, il y a très peu d'espace pour se poser. Ouais. On a posé sur cette structure béton une banquette et on a mis 6 boîtes d'étoiles pour observer. Et voilà, on a dit que si une classe se déplaçait devant le canal, elle avait au moins un endroit où se poser. Donc tout le long du canal, du coup, il y a eu plusieurs. On arrive à la fin, je crois que c'était jusqu'en 2023 ou 2024, c'est fini, voilà. Donc il y a eu une dizaine ou une quinzaine de projets réalisés le long. Et ça, c'est le projet réalisé à la fin sur le Belvédère, en face des îles de Lérins. Et il y a eu des aménagements faits régulièrement le long de ce canal. Et je finis par cette carte où on voit vraiment donc le trait bleu qui est toute l'armature paysagère du canal, donc des sources jusqu'au réservoir en face des îles, avec les projets phares et puis toutes les traversées, tous les cheminements qu'on peut chercher, où on va accrocher des lieux emblématiques, symboliques, et où on va poser des interventions paysagères pour constituer, pour pas que ça reste qu'un film, pour que ça prenne un peu d'épaisseur. Et ça, c'est tout l'ouest du département. Donc ça, contrairement au Paillon, voilà, ça a pu être mis en place. Et c'était une belle idée, l'idée du parc, parce que c'est 9 communes traversées quand même. Donc ça, c'est fait, c'est bien. Merci. Bonsoir à tous. On va vous parler, moi c'est Hélène Pépin avec Maxime Honebert du CAE des Alpes-Maritimes. Donc là, je vais vous parler, donc c'est 2 projets pour un type d'ouvrage, c'est les canaux d'irrigation, des canaux qui structurent le paysage. Là, on est à Fontan, dans la vallée de la Roya. Donc on a cette ambiance de sentier qui on marche un peu en dahut sur un petit sentier étroit, mais qui est un beau bijou.
un beau bijou dans les vallées, voilà, dans toutes les vallées des Alpes-Maritimes. Donc c'est ici, c'est ça. Donc voilà les types d'ouvrages que je parle, donc qui sont vraiment, voilà, comme je disais, des bijoux. C'est comment depuis un cours d'eau, depuis une source, on va capter l'eau et l'amener sur différentes parcelles. Donc on a différentes échelles. Différentes échelles d'irrigation. On a les jardins particuliers, on a les parcelles agricoles, les oliveraies. Et voilà, donc là, on a à gauche, en haut à gauche, par exemple, voilà, le captage, hein, quelque chose d'assez simple. Donc ça, c'est un exemple on suit le cours d'eau depuis l'Italie vers, là, je fais un petit exemple sur les canaux d'irrigation vers Menton, le Garavan, pour irriguer toutes les parcelles, dont des parcelles qui sont aussi cultivées par des agriculteurs qui nourrissent, notamment pour les restaurants aux alentours. Et voilà, on a d'un geste simple, tout simple, par exemple, pour l'avoir fait aussi, c'est de prendre un caillou, ce dessin-là, un caillou entouré d'un tissu, et qui permet non pas de bloquer, mais de créer un vortex, et donc de dévier l'eau pour irriguer les différentes parcelles. Donc l'homme s'est toujours implanté le long de l'eau, hein, Valérie Gaugler l'avait rappelé, et donc voilà, c'est des petites veines qu'on va tirer vers des parcelles. Donc là, on revient à Fontan et on fait un petit focus sur les parcelles et le cadastre. Donc ces petites veines sont tirées, et donc dans le cadastre, heureusement, c'est présent. Le canal principal, donc, qui fait une épaisseur de 1 mètre, 70 cm par endroit. Est-ce que vous savez pourquoi on nomme parfois, voilà, là, ici, c'est marqué montée du mardi, montée du mercredi, jeudi, vendredi? Est-ce que quelqu'un sait? Hein? Plus fort. Plus fort. Voilà, pas tous en même temps, merci. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ces chemins, ils n'étaient pas nommés comme ça. Donc là, c'est dans le cadre d'un plan guide pour la mairie de Fontan, qu'on a livré l'année dernière. Et effectivement, dans le plan guide, on a proposé donc de déployer un circuit patrimonial qui va relier toutes les fontaines. Il y a 10 fontaines à Fontan et tous les ouvrages. Et donc là, on va renommer tous les sentiers par le jour, par son usage. Voilà, tout simplement. On relie un nom à un usage. Donc c'est le mardi qu'on va arroser toutes les parcelles qui sont ici. Donc, il y a quelques enjeux derrière quand même vis-à-vis de ces canaux. C'est notamment déjà le maintien. C'est assez compliqué de les maintenir en l'état parce que des fois c'est difficile d'accès. Et aussi à Fontan, il y a une toute petite poignée de citoyens qui font partie du syndicat d'arrosage. Et qui essaie de maintenir. Donc là, par exemple, c'est un homme d'un certain âge, Yves, qui cherche la relève parce qu'ils sont peu nombreux. Donc voilà, la question est quelle échelle on peut mener pour la gestion de ces ouvrages. Alors là, c'est au quotidien, c'est à l'échelle des citoyens. Après, parfois, il y a des aides qui sont par la mairie. Attends, on revient sur la slide d'avant. Il y a aussi la problématique des coûts d'entretien. Où est-ce qu'on va chercher les subventions? Alors là, par exemple, après la tempête Alex, ils se sont retournés vers les aides privées, donc notamment Rotary et l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et voilà, on pose un problème aussi, c'est derrière ce patrimoine, ces bijoux, il y a aussi comment on intègre les nouveaux matériaux, le plastique, dans ces vallées. Ici,
Donc là, c'est l'espace de captage principal. Et après, quand on est parmi les parcelles. Donc parfois, il y a ces ouvrages qui sont oubliés. Donc tu peux y aller. Après, Maxime, si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Donc là, on arrive à l'étude dans le cadre du CAE 06. Ça se passe à Villars-sur-Var. Et on a été... la commune souhaitait avoir une vision, une stratégie des espaces publics de la commune, un peu à la macro du village. Et forcément, moi, je porte un intérêt tout de suite, c'est où sont les canaux d'irrigation, parce que là-bas, à Villars-sur-Var, il y en a vraiment beaucoup. Et je pense que chaque paysagiste, quand il travaille sur une commune qui est dotée de canaux, c'est bien d'aller plus loin, de chercher un peu comment ça fonctionne et jusqu'où ça va. Donc, par exemple, ici, à Villars-sur-Var, il y a des endroits où les canaux n'étaient plus vraiment cadastrés. Parfois, on fait attention, mais des fois, ça croise un peu les réseaux d'eau pluviale des routes. Donc, il y a un risque de pollution par les hydrocarbures. Et il y a la problématique, donc, par l'absence de marquage au cadastre, c'est de savoir, par exemple, sur cette photo, où c'est pas cadastré, qui s'en occupe, à qui ça appartient. Voilà, donc l'échelle de la commune, la mairie, comment elle peut continuer à maintenir ces ouvrages, ce patrimoine important. Parce qu'on rappelle, ces eaux-là, donc c'est des eaux de captage, c'est des eaux de ruissellement, qui, quand elles sont utilisées, elles n'utilisent pas l'eau potable, bien entendu. Et je vais juste parler rapidement, c'est la petite source de Font-Rougière à Gréolières. C'est un petit exemple où les ouvrages ont été oubliés. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, je parlais avec un géologue qui me racontait que cette source continue à couler dans le Loup. Et donc, où malheureusement, là, c'était des abreuvoirs pour les bêtes, ne sont plus utilisés. Donc, quel est l'avenir des canaux ? C'est déjà de les considérer comme des artères qui sont structurantes par rapport au village, qui peuvent maintenir une continuité piétonne parmi les différents lieux de la commune. Donc là, on est toujours sur Villars-sur-Var. Et donc voilà, c'est de jouer avec les matériaux, parce que quand on suit les canaux dans une commune, il y a vraiment des matériaux intéressants, des dallages qui sont par-dessus les canaux, et de réutiliser des types, des fois ils font comme ils peuvent, des bétons, là c'est les dalles de béton à Villars-sur-Var, et voilà, d'être dans le détail et dans le contraste pour matérialiser ces canaux, pour ne pas les oublier, et voilà, de les rafraîchir un petit peu. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'il y a toujours, dans cette gestion de canaux, c'est l'énergie humaine qui est nécessaire, c'est de refédérer à chaque fois, de renouveler l'énergie collective qui est essentielle au maintien de ces canaux. Donc là, c'était un repas partagé après un chantier participatif de l'entretien des canaux. Paysaneta, c'est aussi l'association qui gère aussi les canaux de Fontan. Donc c'est aussi c'est une manière c'est aussi de redévelopper, de communiquer autour de ces ouvrages hydrauliques, de créer à Fontan, on avait créé un circuit touristique des 10 fontaines, parce que Fontan veut dire fontes aquarum, ça vient de là. Ils ont beaucoup de sources, beaucoup de fontaines. Et donc, pareil, dans le pays des Paillons. Sur le pays des Paillons, ils avaient développé des
des projets touristiques, des circuits touristiques autour des canaux. Il l'avait fait sur 4 communes, donc il y avait Peille, Peillon, Comte et l'Escarène de mémoire. Donc voilà, ils avaient fait des petits fascicules en informant sur le patrimoine et qui permettaient de se balader le long de ces canaux. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont faites sur l'eau dans les paillements. Voilà. Et ensuite, il y a quand même des moyens qui sont disponibles pour remettre en état et restaurer ces canaux. Donc je ne vais pas vous énumérer toutes les aides. Bon, il y a au département, il y a quelques aides au département. Au niveau de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse aussi. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il y a aussi des nouvelles aides sur l'animation, sur la gouvernance locale de l'eau. Pour animer et accompagner tout un réseau de collectivités autour de la gestion des canaux d'irrigation. Donc on peut voir aussi qu'il y a différents intervenants et de soutien financier possible au niveau de l'ADEME, de la Banque des Territoires, des accompagnements via le CEREMA, ou aussi la Fondation du patrimoine participe à des restaurations de canaux via des appels à fonds financiers. Et on a aussi les fonds européens agricoles via le FEADER et d'autres fonds également. Bon, si vous voulez... Oui. Vous n'avez pas trop parlé, mais les canaux d'irrigation aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'utiliser cette eau à la place de l'eau du robinet, pour utiliser l'eau du robinet. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant de le dire aussi, parce que ça permet aussi de faire des réserves dans les terrains, et d'éviter d'utiliser sur un robinet avec une eau traitée qui est utilisée pour la consommation. C'est ça. Bah, je pense l'avoir dit au début, mais oui, vous faites bien de le rappeler, mais, mais n'hésitez pas aussi à prendre en photo aussi les aides publiques pour le partager au maire, ou on vous partagera le PowerPoint peut-être après. Par rapport à la réutilisation, il y a une très forte prise de conscience de la part des collectivités. Depuis les crises de sécheresse qu'on s'est pris il y a 2 années de suite. Là. Et par exemple, il y a des collectivités qui travaillent sur des inventaires des canaux d'irrigation. C'est actuellement en cours. Donc voilà, il y a différents projets qui sont en cours sur les collectivités, sur l'eau en général et sur les canaux d'irrigation plus spécifiquement, comme on l'a traité depuis tout à l'heure. Oui, dans le cadre des PLU, il faut raviver un peu cette mémoire et les réintégrer dans le PLU, réintégrer dans les cadastres quand c'est oublié, parce que des fois, ils sont encore en fonctionnement. C'est juste, il y a eu des pertes, on va dire, entre guillemets, humaines aussi, c'est-à-dire on n'a pas su les maintenir. Et voilà, il y a d'autres exemples. Florence, toi, tu étais sur un projet sur une commune à Roquebillière où c'est la même chose. Voilà, la mairie, est dans cette dynamique-là aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples vis-à-vis d'autres paysagistes qui ont d'autres exemples. Je croyais, mais non. Ce que je te disais, c'était sur Menton, la CARF. Qui travaille sur l'inventaire. Oui, l'inventaire. Donc Menton qui est en cours d'inventaire, c'est vrai. Donc voilà, ça démarre, mais voilà, il faut en faire une des priorités, je pense, pour l'avenir des Alpes-Maritimes. Est-ce que je pense que tout est tout est dit. Merci. Ouais. Merci. Donc bonsoir. Du coup, on va passer du côté de la maîtrise d'œuvre purement. C'est vrai que l'eau occupe une place vraiment récurrente dans le paysage et dans les projets de paysagistes, et ça a été assez difficile d'en choisir un, mais finalement, voilà, c'est le parc du Japcon à Saint-Laurent-du-Var. Je pense notamment pour l'appartenance de la commune à cette vallée. Et on voit donc sur le point rouge que le parc est assez loin du fleuve, mais finalement il se situe sur le grand plateau sédimentaire que ce fleuve Var a apporté au fil des millénaires et vraiment des temps géologiques, et qui a façonné donc ce paysage fertile sur lequel ce parc s'implante.
Donc, lorsqu'on a découvert le site du projet, c'était cette vaste friche. C'était une des premières fois où on avait vraiment une page blanche sur laquelle il y avait très très peu d'accroches, puisque comme on le voit dans l'évolution du site, donc on avait Saint-Laurent-du-Var et le grenier de la Côte d'Azur. Il avait cette mosaïque de parcelles cultivables qui peu à peu se sont transformées, donc au XIXe siècle, très orientées sur la culture des fleurs. Et avec des problèmes sanitaires, ils sont passés notamment à un œillet américain un peu frileux. Donc, ils ont recouvert les parcelles de serre. Donc, on a eu cette mosaïque de bâtiments en verre qui s'est transformée après en une mosaïque d'habitat, puisque ces terres-là étaient assez facilement constructibles. Et avec toute la période d'industrialisation, donc les cultures se sont reportées ailleurs. La Côte d'Azur s'est sururbanisée et on a cette relique, finalement, ce parc qui se retrouve comme une bouffée d'oxygène. Et c'était peut-être sa plus grande valeur, en fait, cette poésie de l'herbe folle qui se retrouvait comme ça dans un quartier finalement assez banal, avec l'autoroute qui passait assez proche. Et c'était peut-être cette potentialité d'évasion qui était sa plus grande richesse. Donc comment aménager un parc sans toucher du coup à cette note poétique, en intégrant tout un programme qui était une idée du partage intergénérationnel, puisqu'on a à proximité une maison de retraite, une crèche, un collège, une école. Donc c'était vraiment un parc de quartier. Mais au-delà de ça, on s'est posé la question de qu'est-ce que ce parc-là pourrait apporter à la ville de Saint-Laurent-du-Var, puisque finalement, elle avait très peu d'espace public. Et si l'on regarde une photo ancienne, ce qui était assez marquant, c'est que Saint-Laurent-du-Var avait une composition finalement assez classique de villages regroupés en bordure de ce fleuve qui faisait frontière à l'époque. Et cette mosaïque de cultures qui se déclinait en fonction du coteau, donc les cultures nécessitant le plus d'eau de main-d'œuvre à proximité du village, et plus on s'éloigne, plus les cultures sèches se développaient, comme l'olivier, la vigne, etc. Et on a regardé aussi pourquoi on pensait faire un parc un peu classique de la Côte d'Azur. Et on s'est aperçu que Saint-Laurent-du-Var n'avait pas de parc comme on peut trouver à Nice, des grandes villas de villégiature. Et on s'est dit peut-être parce qu'elle avait vraiment cette vocation agricole intrinsèque par les limons du Var, et que c'était peut-être cela qu'il fallait le plus révéler pour essayer de lui redonner une identité vraiment spécifique. Nous avions la chance d'avoir dans ce village un petit livre qui avait été produit sur toute l'histoire, et un comité de sauvegarde du vieux village qui était très attaché à cette histoire agricole, ainsi qu'un directeur des services techniques qui avait ce bon sens du terrain, de la terre et du terroir, et qui nous a fortement appuyés. Donc on a essayé d'agréger un peu toutes ces histoires de culture et de voir quel fil on pouvait en tisser. Et la topographie du site aussi nous a aidés, puisque finalement, en coupant l'herbe, on s'est aperçu qu'il y avait des très légères restanques sur la partie basse notamment, avec une 60aine de centimètres de différence, puis une grande partie plane, médiane, et une partie relativement plus plate dans la partie supérieure. Et la contrainte aussi était en fait d'aménager un parc avec un budget très réduit. Donc on avait 110 € du mètre carré, et qui donc a aussi fortement favorisé un aménagement modeste, mais un peu ambitieux quand même. Et l'idée était surtout d'avoir une retranscription, puisque comment inviter la nature en ville, enfin l'agriculture en ville, et dans une volonté contemporaine de retranscription de cette histoire-là. Donc vous avez les cultures d'œillets traditionnelles des coteaux, et par exemple ce qui a été produit sur le parc avec une partie donc de bacs où
et conserver donc, les œillets tels qu'ils étaient produits à Saint-Laurent-du-Var sur une partie réduite, puisqu'après ça demande un entretien qui aujourd'hui est difficile à produire sur un espace public. Le dénivelé de 9 mètres était également une contrainte et un fil majeur de composition, puisqu'il s'agissait de rendre le parc complètement accessible à tous. Donc nous avons eu ce cheminement, nous avons créé ce cheminement qui chemine de restanque en restanque et qui sinue donc pour respecter le développé d'une pente acceptable en termes de normes. L'idée également était de complètement gérer les eaux sur le parc. Parallèlement au projet, une voie a été créée, une voie latérale, donc le plan a été inversé. Cette voie qui est très en pente, donc a un immense bassin de rétention qui est caché sous le parking ici, qui a eu donc une capacité, je ne sais plus, je crois, de 300 mètres cubes, mais quelque chose d'assez monumental et très cher aussi. Et ils nous ont demandé si on voulait aussi un peu de place dans leur bassin de rétention, et on s'est dit que non, on allait réussir quand même à gérer les eaux sur ce parc-là. Donc tout un système a été imaginé pour freiner l'eau. Alors la première des mesures, c'était surtout de ne pas beaucoup imperméabiliser finalement. Donc on a très peu de revêtements durs. On a une placette principale en béton, mais relativement restreinte. Une seconde pour vraiment accueillir, par exemple, les fauteuils roulants sur une zone relativement sèche. Et tout le reste du parc est fait en stabilisé avec un sable sans liant hydraulique pour avoir le maximum de perméabilité. Et afin ensuite de stopper les eaux, on a créé des noues longitudinales et transversales, et également une rivière sèche, en fait, qui nous rappelait cette idée du fleuve qui a creusé et parcouru le territoire communal. Et en fait, cette rivière sèche, ici, sert à partager les usages entre une zone de jeu et l'allée principale, qui évite de mettre une clôture, comme on voit souvent autour des jeux d'enfants, puisqu'il faut qu'ils soient isolés en retrait des circulations pour des questions de sécurité. Donc elle avait cette double fonction d'introduire une limite sans barrière et de recueillir les eaux. On s'est un peu pris au jeu, donc en fait on a décliné complètement cette thématique de l'eau et l'évocation par rapport à la rivière. Donc le fleuve Var était très très large. Il avait des petites îles qui s'appelaient les iscles, qui étaient cultivées. Et on a imaginé donc des petites structures comme ça sur une mer de zoysia, qui est un couvre-sol très adapté au sec. Donc ces 3 petites îles que vous voyez donc complètement sur la gauche, qui sont des petites zones de pause pour la contemplation, le yoga, le papotage, peut-être des contes qui peuvent y être racontés. Nous avons décliné sous forme de fontaines qui ont été dessinées sur mesure, avec toujours cette idée de fil d'eau qui se développe. Donc un hommage aux entreprises qui ont travaillé, notamment sur la pose des galets sciés qu'ils n'avaient jamais fait. Je ne sais pas s'ils en referont d'ailleurs. Et dans l'idée aussi d'homogénéité, donc le galvanisé a été le choix, puisque c'était un parc que l'on souhaitait agricole, donc avec justement cette unité de matière un peu de base, basique, comme ça, sobre, lui redonner un autre sens que celui pour lequel elle est utilisée habituellement, et surtout limiter tout mobilier qui pourrait paraître trop urbain. Donc on a créé ces petites bornes de balisage qui sont à la fois, donc qui rappellent avec leur motif la culture de l'œillet, mais qui sont à la fois donc adaptées à un éclairage très bas en température de lumière, parce qu'on avait des problématiques de hérissons qui se promenaient dans le jardin, mais qui permettaient également donc d'accueillir des jalons thématiques. Donc on a créé un parcours avec 15 jalons qui racontent l'histoire de la commune et de ses composantes paysagères. Donc
une des caractéristiques de Saint-Laurent-du-Var, c'était ces grandes scieries. Le bois était coupé à Saint-Martin de Vésubie, enfin dans la Vésubie, et les billots de bois, comme ça, descendaient les fleuves pour être retransformés à Saint-Laurent-du-Var, avec des radeaux comme ça qui conduisaient plus ou moins les billots le long de la rivière. On a transposer ça dans l'idée d'avoir le bois dans tous ses états au niveau du parc. Donc des rondins de bois pour des jeux, un labyrinthe en ganivelle, des jeux choisis pour l'idée du pont, par exemple, de traverser, des grands troncs sciés comme ces billots de bois qui se seraient échoués sur les petites placettes ateliers qui sont destinés à accueillir donc divers ateliers pour la population. Les bacs de culture des œillets, et puis voilà un mobilier qui parle plutôt de la biodiversité et des petites faunes du jardin. Et donc, on a parlé de l'eau dans ces débordements, mais il y a également l'eau qui manque. Donc, l'idée aussi d'avoir un parc assez exemplaire et très frugal en termes de consommation d'eau. Donc une végétation très adaptée à la sécheresse, méditerranéenne par essence, ou dans sa partie un petit peu plus exotique, on a quand même choisi des plantes qui sont très tolérantes. Des couvre-sols comme le zoysia, qui demandent très très peu d'arrosage sur les parties les plus... qui doivent... présenter, enfin avoir un aspect le plus vert possible, et sachant que les dernières prairies sont sans arrosage, ce qui, à l'époque, puisque on a fait le projet en 2018, était quand même assez novateur de la part d'une mairie d'accepter de ne pas arroser ces pelouses et ces prairies. L'utilisation du BRF, de paillage, et d'espèces de variétés particulièrement adaptées aussi. Donc, on a fait des plantations pédagogiques avec les variétés anciennes de vignes qui étaient cultivées à l'époque à Saint-Laurent-du-Var, le Cervant notamment. Et notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à préserver un petit îlot de friche qui est la parcelle initiale, l'état initial du site, où on avait fait un abri pour le hérisson. On ne sait pas s'il y était ou pas, on ne l'a jamais croisé. Mais cet espace-là, qui finalement était complètement dédié à la biodiversité, à l'évolution libre du site, que les écoles aussi pouvaient passer et observer. Ça a été un peu une bagarre pour obtenir de la part de la maîtrise d'ouvrage un espace avec des ronces notamment. Donc voilà, juste une dernière image sur avant, après. On a quand même beaucoup transformé, mais on espère avoir gardé une certaine poésie à ce site-là. Bonsoir à tous et un grand merci à Florence Ossard et à Pierre David. Bravo à tous les deux de nous avoir réunis ce soir et de nous avoir permis de voir toute cette belle revue de projets à travers le département des Alpes-Maritimes. Alors, au fil de l'eau, on arrive pas très loin de la mer. Là, on est à Antibes. On est à 700 mètres, exactement à vol d'oiseau de la mer. Le projet que je vais vous montrer là est surtout, en fait, autant un projet finalement humain que paysager. Il y a une dizaine d'années de ça, il n'y avait pas de jardin partagé dans la ville d'Antibes. Bon, maintenant, c'est chose faite. Il y a celui-ci et il y en a même eu d'autres qui ont suivi. Donc, en 2017, avec une amie, on a commencé à faire des démarches sur le territoire de la commune d'Antibes et
et aussi auprès de la mairie pour essayer de trouver un des terrains. Parce qu'il n'y avait aucun jardin partagé, je vous le dis. Et on a trouvé un terrain qui était en fait réservé dans le PLU pour une extension de voirie, terrain qui n'avait jamais été urbanisé, mais qui devait donc être imperméabilisé, artificialisé. Et c'était un beau terrain ouvert. Et on a mis 5 ans. On est assez fiers. Ça a été une bataille. Et on l'a gagné pour que cet espace réservé à une voirie devienne jardin. Bon, oui, merci. Voilà. Alors, le choix de ce terrain, souvent les jardins partagés, ils sont, c'est déjà bien quand ils existent, mais souvent ils sont relégués derrière, on ne les voit pas. Et moi, je pense que, je veux dire, ces jardins, ces oasis, petites oasis urbaines, elles doivent participer en fait à l'espace public. Et donc, le choix de ce terrain a été aussi pris par rapport à sa visibilité, par rapport à la ville d'Antibes et aux rues. Autre ingrédient par rapport au choix du terrain, c'était aussi la facilité pour y aller avec des transports en commun, parce qu'on a donc des abribus qui sont juste à côté. Bon, et puis les qualités du terrain, c'est-à-dire son ensoleillement, c'est une légère pente orientée sud-sud-ouest, les qualités de la terre aussi. Et vous voyez, on n'a pas voulu justement mettre des haies sur le pourtour pour qu'il y ait comme ça une perméabilité de vision entre la ville et les jardins. Et ce qui me fait plaisir quand j'y passe, c'est que en fait, il y a souvent des dialogues comme ça qui se font entre les gens qui cultivent les parcelles, les jardins, et des gens qui passent. Et il y a des signaux entre les uns et les autres. Donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci. Donc voilà le terrain avant-après. On est vraiment, par rapport à tout à l'heure, on est dans une échelle beaucoup plus petite ou grande. J'ai jamais compris si on disait une grande échelle ou une petite échelle. Enfin, un petit espace de 1700 mètres carrés. Il y a une quarantaine de petits jardins, de petites parcelles. Ce qui fait plaisir, c'est l'humain, c'est le partage. Il y a donc maintenant des liens qui se font avec le lycée horticole, avec le campus Vert d'Azur. Là, il y a un enseignant, Lugan, qui vient expliquer justement les bénéfices de la permaculture. Ensuite, ben voilà, il y a un endroit au centre. Bon, il y a donc quelques oliviers parce que tout ce secteur de la Badine, en fait, avant, c'était des grandes oliveraies. Et là, heureusement, il y en a encore quelques-uns qui subsistent. Donc, ben voilà, on boit un coup, on mange, on se réunit, on partage. Bon, ce qui est amusant aussi dans la petite réussite de ce projet, c'est que les personnes donc, qui viennent cultiver là sont de différents âges. Et ça fait plaisir. Il y a des familles, il y a des enfants. Il y a la doyenne, c'est Germaine, elle est en haut, là-bas à gauche, elle a 90 ans. Et c'est sa fille qui vient et qui lui dit « Oh, stop, Germaine, ça suffit, tu vas être fatiguée. » Mais bon, bah, ça fait plaisir. OK. Et voilà. Et voilà. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des légumes. À côté donc de ces jardins partagés, il y a aussi, on a créé un petit espace communautaire qui est dédié au compostage collectif. Et donc ça, c'est tous les habitants en fait, du quartier qui peuvent venir. Il y a une fois par an, en novembre, donc il y a un ramassage collectif des olives pour faire de l'huile. Et c'est aussi un bon moment de partage. Parce que c'est ça aussi le paysage, c'est ça, c'est du partage et c'est de l'humain.
Toujours la doyenne, là, c'est Germaine, hein, qui échange des plantes et des graines dans des floralies. Et puis là, celle qui fait la pédagogue, là, la prof, c'est la présidente de l'association Olivier et Petit Pois qui gère ces jardins. Et voilà, donc je crois qu'il y a une des paysagistes, une des jardinières paysagistes de ces parcelles, je veux dire, qui a bien résumé l'ambiance de ces jardins partagés, donc d'avoir la foi dans ces plantes, dans ces cultures, la confiance, ça donne de l'espoir, du bonheur, du partage, du rêve. Donc beaucoup de liens finalement entre nous tous dans ces jardins. Et bon, on a un projet, je sais pas, j'espère que ça arrivera, ça serait de récupérer, parce que ce qui est drôle, c'est que le bâtiment qui est à côté, vous l'avez peut-être vu sur les photos, je ne l'ai pas dit, c'est le grand centre des impôts de la ville d'Antibes. Et donc, il y a le projet de récupérer les eaux pluviales des toitures de ce bâtiment pour les jardins. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pour finir, je voulais vous proposer de continuer, voilà, de descendre de l'amont vers l'aval, ou sans Valo. Ça, c'est le 28 juin 2017 à Île-Rousse, en Corse, après un orage, le Padule, petit fleuve côtier qui déborde pas en fait, c'est juste un orage d'été tout simple qui dévale et puis qui nettoie les parkings, qui ramasse les fines, qui ramasse la gomme des pneus et tout termine sur la plage qui est fermée pendant 3 jours et dans l'eau. Ça c'est en 2023 à Marseille, Luvonne et Pluchur Beach, donc c'est les plages du Prado. Et donc on voit la tâche après cet orage un peu plus conséquent, plus proche de nous. Et plus en temps et en espace, c'est cet orage canois qui arrive et donc qui remplit la mer. Les stations d'épuration se shuntent et donc tout se déverse dans la mer et petit à petit on a la nappe qui arrive dans la baie des Anges. Donc un petit décalage spatial pour finir, c'est de nouveau un projet d'étude paysagère, un plan de paysage. Hop, ça c'était pour moi. J'ai participé à l'élaboration du plan de paysage sous-marin des Calanques entre 2018 et 2020 avec le collectif Coloco, Gilles Clément et puis des océanologues d'Andromède. On a analysé comment représenter par le dessin les paysages sous-marins, des paysages où parfois on peut aller quand c'est des petits fonds, quand on est équipé on peut aller un peu plus profond, et puis quand on est sur le canyon de Cassidaigne à moins 1500 mètres, on n'y va surtout pas, on envoie des robots, ce qui équivaut à peu près en fait à analyser des paysages lunaires. On a plus cartographié la surface de la Lune que le fond des océans. Donc ces paysages-là sont faits de toutes ces sensations, de toutes ces connaissances qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça, c'est la cartographie qu'on en a fait d'unités de paysage, comme dans la méthodologie du plan de paysage. Globalement, on va un peu comme à terre, un peu comme de l'amont vers l'aval. On a des paysages très aménagés, c'est les rades et les baies. La rade sud, je suis hors Alpes-Maritimes, je suis désolé. La Ciotat, Cassis et Marseille. On a les Calanques qui sont les littoraux donc de falaises. Puis on a les îles, l'archipel du Frioul et de Riou. Puis on a les hauts fonds, on a appelé ça comme ça, les hauts fonds de la Cassidaigne et puis le Planier. Le plateau continental, moins 150, qui est tout plat, et puis le canyon. Et donc on a décliné une méthodologie en fait assez terrestre, assez terrienne, sur des paysages sous-marins, avec des blocs diagrammes, des photographies, des croquis, et petit à petit des immersions, pour arriver en fait à cibler des enjeux, un peu comme
les études stratégiques qu'on a vues au début. Ça, c'est l'enjeu numéro 2, le maintien et la protection des écosystèmes. On a le canal de la Cassidaigne entièrement pollué par les boues rouges issues de l'industrie de la bauxite. On a tous les rejets des stations d'épuration littoraux. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que j'ai pas de projet dans les Alpes-Maritimes et que ça illustre, un peu comme le canyon du Paillon, ça illustre cette continuité de l'amont à l'aval, cette solidarité. Et je voulais, pour finir, vous remercier. Alors, je ne vais pas vous lire toutes mes notes, mais quand même, je suis assez ému et enfin, voilà, en immersion dans toutes ces expériences récentes, moins récentes de projets. Merci à Valérie donc, qui nous a montré l'outil charte comme un outil de projet de territoire, qui n'est pas un projet opérationnel, mais en tout cas participatif. J'espère que vous irez commenter et amender la future charte du PNR, puisque ensuite, pendant 12 ans, 10 ans, il s'agit de... Tous les 15 ans, il s'agit de le faire vivre et de faire appliquer cette charte-là. Merci à Anne de nous avoir raconté cette étude qui est sur du haut pays des Paillons, cette étude stratégique d'AMO. Merci à Tommy pour ce diplôme, d'avoir choisi ce territoire et d'avoir eu le diplôme. Et non, mais surtout d'avoir autant... On voit que les paysagistes travaillent sur le temps long, avant la catastrophe, en 2000, et puis juste après. Et donc, il y a aussi des paysages qui se transforment en une nuit, en fait. Et donc, c'est autant d'occasions de faire projet. De nouveau, merci à Anne pour ce schéma stratégique, ce récit de schéma stratégique là, du canal de la Siagne. Merci à Hélène et Maxime pour nous avoir montré que cette eau ultra domestiquée, ultra fine, faite de chevelus en béton, en pierre, des canaux d'irrigation, sont autant de réseaux potentiels d'espaces publics piétons. Et je pense on le voit avec le projet de la Badine, c'est aussi une échelle du corps. La largeur d'un canal d'irrigation, c'est aussi cette échelle préhensible, qui n'est pas du tout celle de la vallée du Var, c'est domestique. Et puis... merci à Florence pour cet exemple de maîtrise d'œuvre paysagère, paysagiste, en avance du point de vue hydraulique, autant du point de vue de la gestion. Et merci à Florence Marty pour ce témoignage d'une paysagiste devenue habitante, militante, et qui transforme les habitants en jardiniers et paysagistes. Je ne sais pas si Sylvain Flippo est là ce soir. Ah oui, on s'est vu tout à l'heure, excuse-moi. Est-ce que je te laisse la parole pour... Alors, bon, je te présente. Sylvain est paysagiste conseil de l'État dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'un paysagiste conseil de l'État ? Non, avant de répondre, je voudrais vous dire que... non, je peux répondre d'abord. Effectivement, paysagiste conseil de l'État, c'est un paysagiste concepteur comme les paysagistes qui ont présenté leur projet, qui travaillent à toutes ces échelles de paysages, du grand territoire à des projets de jardin, et qui, en parallèle de leur activité libérale, vient assister quelques jours par mois les services de l'État dans un département. C'est-à-dire que nous sommes 150 paysagistes conseils de l'État qui interviennent dans chacun des départements français et chacune des régions au travers des DTM et des DREAL pour essayer d'insuffler cette question du paysage au sein des services de l'État. Alors je les remercie parce que là-bas tout en haut, je vois effectivement le service de l'eau là qui est présent, et je suis content que la DDT soit aussi présente parce que l'État cherche à insuffler un peu des politiques de tous ordres, y compris les politiques d'aménagement paysagère liées aux questions environnementales, liées à l'eau, etc. Mais entre les politiques de l'État qui sont une ambition un peu nationale, un peu théorique, un peu lointaine, et les pratiques des paysagistes telles qu'on a pu le voir à l'instant, et qui permettent d'arriver à des choses très vivantes, très belles, très humaines, qu'on a pu le voir, mais en même temps extrêmement techniques et qui répondent à des enjeux environnementaux et sociétaux. Comment on arrive à... nous, les paysagistes conseils, cherchons à faire le lien entre l'État, les grands enjeux, et la pratique des paysagistes. Alors quand on voit des paysagistes, la démarche de l'État, on se dit finalement il est loin, il ne fait pas grand-chose, mais il engage quand même des ambitions environnementales, même si on sait tous les débats actuels qui fragilisent beaucoup de choses. Mais à certains moments, et en fonction des élections, on peut dire il y a des politiques qui sont menées, et en face, il y a les paysagistes et d'autres. Je pense que
ce que j'ai pas beaucoup vu, mais je pense que c'était ce qui s'est de temps en temps, c'est toujours des travaux d'équipe. C'est toujours des choses que les paysagistes font avec d'autres, avec d'autres techniciens, avec des élus, avec des habitants, etc. Donc cette mise en réseau comme ça, grâce aux paysagistes et médiateurs, de politique un peu théorique, eh bien c'est notre travail au sein des départements. Voilà. Donc j'ai expliqué très rapidement ce qu'on était. Surtout, encore une fois, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'étais vraiment très, très séduit. J'arrive dans ce département venant de loin. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne peut pas interférer. On est souvent d'autres départements très lointains. Moi, j'habite en Bretagne. Et donc, j'avoue que venant de Bretagne, j'arrive dans ce département avec des images un peu préconçues, un peu compliquées, on va dire, pour pas être plus précis. Et ça fait un plaisir fou de voir tous ces travaux-là à toutes les échelles, à la fois des bassins versants et à la fois des choses réalisées très délicatement. Et je pense que je repars là bourré d'énergie au sein de la DDT pour leur dire travaillez avec les paysagistes et débrouillez-vous pour que dans tous ces travaux que vous menez, au sein des équipes que vous portez, la question du paysage ne vienne pas en point final. C'est souvent encore des choses que vous connaissez comme moi, mais on les appelle à la fin pour réparer, pour choucrouter, comme on dit quelquefois dans notre jargon, mais qu'on les fasse venir le plus tôt possible. Donc ça m'a fait du bien pour repartir demain en DDT et leur dire tout ça. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci. Avant de passer à un temps un peu plus informel, je vais vous proposer aussi on peut débattre soit ici dans l'amphithéâtre, soit désolé pour les captures d'écran. Non mais en fait, on a réécrit les statuts de l'association FFP l'année dernière, et donc on a réaffirmé le besoin, parce que c'est un besoin, d'avoir des membres d'honneur et de nommer des membres d'honneur. Et donc on en a 3 validés par le conseil d'administration national dernièrement. Didier Corot, géographe et paysagiste. Donc j'ai mis la photo parce qu'il y a une expérience de paysage de Didier Corot qui est en ligne. Toutes les expériences de paysage comme celle d'aujourd'hui sont filmées depuis 15 ans. C'est une idée qui a germé d'abord au pavillon de l'Arsenal avec la FFP nationale et Île-de-France sur une idée de Michel Pénat que vous connaissez bien. Et puis on a continué ça. La première expérience de paysage en Méditerranée, c'était à Nice et c'était avec Jean Mus. Et donc voilà, nos membres d'honneur de la région sud, Caroline Molly, Jean-Pierre Clarac et Didier Corot. Est-ce que tu veux... Alors, donc Caroline Molly m'a informé qu'elle ne pouvait pas venir. Je ne pense pas qu'elle soit venue finalement. Non, elle m'a écrit pour me dire qu'elle n'était pas là. Est-ce que Didier est là? Et donc, Jean-Pierre. Moi, je suis venu dans ce département avec une casquette ministère de l'Environnement. Après l'école, je suis rentré au Centre national d'études et recherches du paysage. Et du coup, ce que j'ai appris, parce que Bernard Lassus, Jacques Esgar, Michel Corajou, Claire Corajou, Bertrand Lavier étaient dans ce même groupe. Et on a décidé que l'aménagement du territoire faisait partie de la question de Sophia Antipolis. Donc, on a proposé de retenir l'eau, on a proposé de maintenir la nature vivante, on a proposé que l'urbanisme puisse devenir une question autour du paysage, c'est-à-dire les silhouettes, l'accroche au ciel, il ne fallait pas la construire. Le fond des vallons, le lieu de l'eau, le lieu de la vie, il ne fallait pas y toucher. Et il fallait construire sur les terrasses. Donc cet apprentissage de l'aménagement du territoire à l'échelle d'un parc de 2500 hectares m'a disposé dans des situations où on savait, parce que je suis fils de pépiniériste et de jardinier, faire jardin, mais ce qu'on a appris, Corot était aussi avec moi, avec Demouchy, que l'aménagement pouvait se nourrir du projet de paysage. Et 50 ans après, Sophia Antipolis est fière de chercheurs
qui se nourrissent de la lumière, qui se nourrissent des pins, qui ne quitteraient pas Sophia Antipolis pour rien au monde. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent en ces lieux une attitude de création, et cette création est source de richesse. C'est ça que j'ai appris. Deuxième apprentissage, Corajou me dit, viens à l'école, il y a du job, montre ton travail, et si l'amphi reste présent pendant 1 heure, c'est gagné. Au bout de 2 heures, on y était toujours. On était en train de démontrer aux étudiants que le paysage était un reflet avec les questions de la société. Et je crois que cet apprentissage était important. L'école continuant, paysagiste conseil, j'étais la première promo. Je suis venu à Bordeaux. À Bordeaux, plan paysage, nous on a dit on ne va pas faire un plan paysage, on va réfléchir à comment on peut accompagner l'évolution des paysages. Accompagner l'évolution des paysages, c'est un discours presque politique, ça. Et effectivement, en 2 ans de boulot, on a mis en mouvement, en perspective, la région de Bordeaux. Juppé est arrivé. En 2 ans, le SCOT était fait, le PLU était fait, le tram était décidé. Et je pense que nos métiers peuvent permettre à une société d'être dans le mouvement, dans l'action, et non pas dans une situation de spectacle, de privilège, d'intérêt. Donc je crois que le projet de paysage, c'est un projet qui doit interpeller les élus, qui doit faire réfléchir les élus. Et quand on a un élu en face responsable, eh bien, il continue. Et Juppé, Corajou ont fait une belle chose. Ils ont transformé Bordeaux. Pareil sur quelques cités sur Marseille, où on a pu travailler. Et notre job de paysagiste, on s'est régalé de le faire, parce que le reflet que l'on peut avoir après 30, 40, 50 ans d'expérience, ça nous permet de mesurer ce qui est fondamental dans l'argent qu'on nous confie. Puisque sur des projets de Belfort, j'ai eu le plaisir de travailler avec le préfet, le président du conseil général. Il fallait discuter de 150 millions d'euros. Et pour ces hommes, ces responsables, le dépenser pour la biodiversité, le dépenser pour l'eau, le dépenser pour inventer un bien commun de demain, je crois que tout le monde respecte cette dimension. Et je crois que ce métier, il faut le faire à toutes les échelles. Il faut savoir être urbaniste, il faut savoir être archéologue, géographe, urbaniste, technicien, paysagiste, jardinier, militant et acteur. Et je crois que cette palette de solutions, c'est ce qui fait qu'on s'est bien amusé de ce métier. Et je continue à croire que la responsabilité que je peux avoir en étant à la commission des sites, en étant dans les sites patrimoniaux remarquables, c'est de préparer les élus à poser des bonnes questions à la profession. J'y arrive tant que j'essaie de faire un maximum. Il y a des pistes de travail, mais le fossé qu'il y a entre la commande de l'élu et la vraie commande d'un professionnel, elle est immense. Et il faut que tous ensemble, on milite pour essayer de rapprocher ces deux responsabilités, parce que, comme l'a dit Sylvain, quand on voit le résultat, on a envie de dire, mais pourquoi c'est pas partout comme ça? Allez. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Pierre, merci tout le monde. Je vous propose, peut-être qu'on a un peu dépassé l'heure, je vous propose qu'on continue les discussions et le débat à l'extérieur avec un petit apéro préparé par Anne Romagnini. Peut-être que Patrice, tu peux nous guider sur la terrasse en bois. Et c'est participatif puisqu'il faut emmener tout l'apéro qui est ici en haut. Il y a un ascenseur. Merci beaucoup.